Ah, Elden Ring. Quel chef-d'œuvre. Un monde immense, rempli de créatures diverses et variées. Du simple rat au dieu, en passant par de créatures mythiques. Honnêtement, qu'est-ce qui peut mal se passer? Elden Ring, quelle galère! C'est la dure réalité. Elden Ring, quelle torture! Tu vas souvent trépasser! Des bas géants qui trouvent dessus! T'es mort, respawn! C'est reparti pour le même abus! Elden, quelle torture! C'est un jeu bien cruel! Bienvenue en enfer! Franchement, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Tu spawns, tu dis bon, on va voir à quoi ça ressemble, tranquille quoi. Et là, il faut un boss direct, celui-là, qui va t'apprendre la vie. Un peu comme l'URSSAF quand tu commences une entreprise, je suppose. Plus sérieusement, le jeu de base est super cool. Il y a quelques petits couacs perso, comme le farming des pierres de forge de mort. Sérieux, c'est super chiant de devoir farm des pierres de forge. Juste pour upgrade quelques armes. Je pense que ce game design n'est pas viable dans un open world. Ça doit bien marcher dans les jeux linéaires comme les Dark Souls, etc. Tu scales avec les difficultés. Mais dans un open world, ça marche beaucoup moins parce que du coup, tu peux commencer à plus ou moins n'importe où. Ou tu finis forcément par devenir très fort face à certaines parties du jeu. Par contre, pour sa part, c'est que si t'as pas cherché ailleurs, c'est ton problème. Genre le premier boss, Godric, il est optionnel. Et ça, tu te rends compte quand tu fais le tour de Voile Orage. Par exemple, t'as un petit passage à côté en fait qui te permet justement de contourner le château. Et qui te permet directement d'aller sur la zone de Liurnia, l'académie de Poudlard pour les intimes. Le jeu a un bestiaire assez divers. Par exemple, il y a différentes factions, il y a des créatures neutres, etc. On le voit surtout ça d'ailleurs dans la zone de Lindel, c'est là où c'est le mieux illustré pour le concept des factions, où en fait l'ordre d'or s'attaque à peu près à tout ce qui n'appartient pas à ce même ordre. Genre en fait, il s'attaque aux hérétiques entre guillemets, tu vois. Par exemple, si tu vas au manoir du volcan plutôt que d'aller à Lindel, tu verras sur le trajet des chevaliers de l'ordre d'or s'attaquer aux vierges de fer. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est vivant. Il existe pour lui-même et pas pour le joueur. Il était là avant, il est là pendant, et il sera là après nous. Enfin vivant, toute proportion gardée quand même, parce que c'est vrai que le monde il est un peu mort actuellement quand on apparaît dans le jeu. Il est dans un état de statu quo d'après ce que j'ai compris. En fait, c'est nous qui allons apporter des changements au monde, parce que le monde est actuellement bloqué, entre guillemets. Dire chaque ennemi est coincé dans son coin, sa faction, personne ne bouge de son territoire, etc. Bon, passons à la diversité des régions. Il y a beaucoup de zones qui sont toutes plus différentes que les autres, à commencer par la terre de Nécrolinde, qui est une sorte de prairie parsemée de petits bois par-ci par-là et de falaises au bord de mer, suivie de la putride région de Kaelid, région témoin de l'affrontement entre les deux demi-dieux les plus puissants, Malenia et Radan. Ensuite, la région de Liurnia et son académie, Lindel qui baigne dans l'or et la divinité, la cime enneigée des géants, le manoir du volcan, les zones souterraines avec les cités éternelles, le palais Mogwin, l'arbre sacré et son bassin de putréfaction, et le monde des ombres. Il y en a un petit peu, c'est vrai. Et encore, le monde des ombres, on peut pas vraiment le considérer comme une seule région, parce qu'à lui seul, il y a déjà plusieurs régions dedans. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que chaque région est structurée, etc., parce que c'est pas un truc que je maîtrise beaucoup. Donc on va changer un petit peu de sujet. Parlons un peu de l'histoire. Ce jeu nous offre des choix. Pas des choix à la The Witcher non plus et tout, où chaque action que tu vas faire va impacter la fin du jeu, mais t'as certaines parties du jeu en fait où tu peux impacter la fin du jeu en fonction de la quête. Il y a plusieurs fins, celle avec Marika, Rani ou la flamme exaltée. Par contre, le jeu peut se faire sans connaître un seul dialogue, sans avoir lu un seul dialogue, une seule partie de l'histoire, etc. Oui, oui, c'est ce qui m'est arrivé lors de ma première run, moi j'y suis allé comme un sanglier, ligne droite, pas de dialogue. Tarnished. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. You foolish ambition. Bref, ouais, j'ai... À part ce petit dialogue, là je crois que c'est Margit, pardon, qui dit ça en fait au début, j'ai repassé ce dialogue, je me souvenais d'aucun autre dialogue dans ma première run. J'y suis allé en ligne droite, j'ai pas lu de description d'objet, je savais même pas que l'histoire était en grande partie dedans aussi. C'est en regardant des vidéos de lore, genre surtout de Ludic par exemple, que j'ai compris comment c'était organisé. Et c'est plus tard que j'ai compris que d'ailleurs les jeux de From Software étaient généralement organisés comme ça dans la distribution du lore. En majorité, hein. Mais ça on en reviendra plus tard. Par contre on va aborder un sujet que je maîtrise quand même pas beaucoup, mais je le trouve très important, donc il faut quand même l'aborder un peu. C'est la mise en scène. Le jeu est épique. Et ça, tu le vois dès la première scène. Tu rentres en Nécrolimbe, en sortant de la cave et tout là. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une immense plaine, avec un arbre-monde gigantesque au fond. Et juste devant, tu vois le château de Voile Orage, gigantesque, avec l'énorme aqueduc, viaduc.
Puis là, tu te demandes en fait si jamais le château il est juste là pour faire beau, tu vois. Ou du moins, si c'est pas juste une ligne droite en fait dans laquelle tu vas pouvoir aller pour rencontrer les boss. Bah, pas du tout. Parce que ce château, tu vas aller partout dedans. Tu vas aller gauche, droite, dedans, derrière, en haut, en bas. Le château existe sous plein d'étages, t'as même des secrets dans le château, etc. Donc non, vraiment, quand tu vois une tour, une structure, une architecture, généralement tu vas aller partout. L'Académie de Raya Lucarda, par exemple. Tu vas y aller, tu vas tout explorer là-dedans. Pareil pour Lindel, tu vas explorer les villes, les toits, etc. avant de monter au niveau de l'arbre monde. Également, c'est un autre truc incroyable que j'ai adoré en termes de mise en scène, c'est l'arbre sacré. Tu arrives de la cime des géants à l'arbre sacré, et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'arbre gigantesque que tu vas devoir descendre jusqu'aux racines. Certes, t'as quelques ascenseurs par-ci, par-là, mais crois-moi que tu vas en chier pour y descendre. Un autre aspect de la mise en scène qui est important à souligner, les combats. Les combats sont presque mythologiques pour la plupart. On voit à peu de choses près chacun de nos ennemis au pinacle de leur puissance, Radan compris si tu prends le DLC en compte. Ça pète de partout, ils nous font comprendre qu'ils sont pas là pour déconner, c'est pas n'importe qui par la taille de leurs repères et même leur dimension, ils sont tous plus grands que nous, à part Malenia, et encore Malenia c'est un cas à part. C'est quand même des demi-dieux, faut pas déconner. Et dans tous ces ennemis d'ailleurs, mon arc préféré c'est celui de Radan. Pas du Radan du DLC, mais l'arc général Radan. Fléau des astres, Festival Radan, etc. Le gars est appelé le Fléau des astres quand même. Le mec a arrêté le mouvement des astres par son propre pouvoir magique, et en plus a affronté Malenia, le deuxième demi-dieu le plus puissant à mes yeux, en ayant arrêté les astres, puis même après avoir fait un match nul contre elle et étant rongé de l'intérieur par la putréfaction écarlate, le pouvoir de Malenia, le mec a continué encore à garder les astres sous son contrôle en ayant perdu la raison. Le gars est tellement adulé par ses soldats que ces derniers ont organisé un festival en son honneur pour réunir les grands guerriers pour que ces derniers puissent vaincre Radan et offrir à ce dernier une mort honorable. En autre combat épique, dans un autre genre cette fois-ci je dirais il y a l'épique Kaiju. Et dans ce registre-là, je vais prendre surtout Bile et Placidusax. Et ces deux combats en particulier sont vraiment des combats très pyrotechniques. C'est-à-dire c'est pas des combats où tu vas devoir vraiment prendre en compte le pattern, etc. C'est vraiment des combats où tu vas devoir esquiver 2-3 attaques extrêmement puissantes, mais c'est des attaques vraiment chorégraphiques, vraiment télégraphiées, etc. mais qui vont péter très, très visuelles, tu vois. T'as les ultra lasers avec Placidusax par exemple, la bombe atomique qu'il pose au sol. Bah il fait pareil d'ailleurs, il pose une ou deux bombes atomiques au sol qui vont exploser. Donc généralement le seul moyen d'esquiver c'est de t'éloigner très loin, vraiment loin. T'as des aftershocks dans tous les sens, etc. Mais vraiment, les combats sont vraiment très pyrotechniques. Petit point négatif, par contre, au niveau de la mise en scène, c'est quelques boss. Je les ai pas tous en tête, mais le principal exemple que j'ai, c'est Radagon et la bête d'Elden, que je trouve dommage au niveau de la mise en scène. C'est censé être le boss final, ils sont pas si épiques que ça. Je dis pas qu'il faut une scène et tout, parce que j'ai cru comprendre que les jeux From Software ont rarement une musique épique en fin de jeu. Mais je veux dire, ils auraient pu faire une entrée épique, genre c'est quand même le boss final du jeu, etc. Encore Radagon ça va, parce que le mec il apparaît, tu vois Marika qui descend, puis en fait tu vois c'est Radagon qui apparaît, et c'est là que tu comprends que c'est une seule et même personne. Mais puis surtout il est dynamique, il y a plein de patterns, il fait plein de choses, il est résistant à plein d'afflictions ou d'effets, etc. Il te parle la plupart des attaques à distance, tout, donc il te force à approcher, il te punit vite, il fait très mal. Mais surtout la deuxième phase, donc l'Eldon Beast, bah je l'ai trouvé molle. Je l'ai trouve, le fait est qu'il faille courir après en fait, c'est dommage. Parce que du coup, tu cours constamment après, tu fais pas beaucoup de dégâts. Le fait est aussi, du coup, d'être bloqué à certains moments quand il te fait l'espèce de cercle autour qui explose, c'est dommage, quoi. Passons au sujet phare des jeux From Software, la difficulté. Le jeu est dur, au global, en tout cas. Certes, le jeu demande de l'investissement pour maîtriser les timings des différents boss et mobs, et celui des équipements, des différentes armes et tout, parce que t'as beaucoup d'armes. Et en plus de ça, la vitesse de tes rolls, etc., va être différente en fonction de ton équipement, si jamais t'es lourd, léger, moyen ou super lourd, ou un truc comme ça, là. Ou t'es en surcharge, je veux dire. Du coup, c'est fait d'ailleurs pour éviter que tu mettes constamment le meilleur stuff, je veux dire la meilleure armure avec l'arme la plus lourde du jeu qui fait 300 000 dégâts d'un coup, etc. Donc c'est fait exprès pour équilibrer, pour t'empêcher de faire le con, quoi. La difficulté aussi, de gros, dépendra du temps que tu mettras à analyser le pattern des boss, du type d'attaque, comment tu les esquives, etc. Également, comment est-ce que tu fais pour pas trop bourrer, parce que généralement, on meurt souvent parce qu'on a tendance à overextend, à vouloir frapper trop alors qu'il n'y a pas besoin de frapper. Genre le Waterfall de Malenia, par exemple, va l'esquiver si tu sais pas que tu peux l'annuler avec un pot de glace, par exemple. Et il y en a d'autres des comme ça, hein, mais bon, on va pas tous les faire. Toujours dans la difficulté, et cette fois-ci par contre ça va toucher la partie gameplay, la cam est à mes yeux l'ennemi numéro 1. C'est à peu de choses près la source numéro 1 de frustration que j'ai eue. Environ 20%, facile, ouais, 20% de mes morts sont dus à cause de ça, la caméra qui fait n'importe quoi, qui des fois sans aucune raison déloque, parce que l'ennemi en fait il fait un mouvement, il est un tout petit peu hors du champ de vision. Enfin il se déplace en fait plus vite que ta caméra, donc il est hors du champ de vision, alors que normalement t'es pas censé le perdre de vue. La caméra parce que l'ennemi est trop grand, donc tu te retrouves dans ses pieds. Puis en fait la caméra commence à faire... tu vois plus ce qui se passe, t'as certains ennemis comme le géant de feu par exemple, où si, à part sa phase à 4 pattes, en fait, bah tu vois pas sa tête mon gars.
Il est trop grand, tu le vois pas, hein. En revenant sur la difficulté, le jeu est loin d'être infaisable sous peine qu'on ait un peu de persévérance. Certes, il y a quelques mobs et boss qui sont un peu chauds et tout, genre cette saloperie. Hein, 6 pattes, 8 pattes, 9 pattes, 10 pattes, je sais plus quoi là. T'as ça, t'as quelques boss genre Malenia par exemple avec son waterfall, va l'esquiver si tu sais pas que tu peux le reset avec un pot de glace. Ou Radan Consort par exemple avec les 150 milliards d'aftershock. Ou bien l'anneau atomique de la bête d'Elden, là, enfin l'anneau explosif et tout qui t'entoure, qui se resserre petit à petit, qui explose. Sinon à part ça, bah faut juste regarder comment est-ce que les boss ils agissent, etc. À quel moment tu peux attaquer. Et attention parce que des fois ils font une attaque, ils font un pattern. Puis en fait si jamais tu vois, tu charges une attaque juste à la fin de ce pattern là, en fait ils vont extendre le pattern, c'est-à-dire en fait ils vont faire une attaque en plus du pattern, une ou deux attaques de plus. Genre avec Radan par exemple, ça arrive des fois qu'ils le fassent. Tu peux avoir Mog, Malenia qui le font aussi, etc. etc. Je n'ai pas beaucoup à dire de plus sur la difficulté du jeu, les jeux From Software sont connus pour leur difficulté mais ils ne sont pas infaisables. La preuve c'est que t'as des bouts qui démolissent l'ensemble des jeux From Software à la suite, en tout cas la catégorie Souls, donc Elden Ring, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, etc. à la suite sans se faire toucher. Et genre si dans un seul jeu, genre au dernier jeu ils se font toucher une fois, ils recommencent tous les jeux depuis le zéro, puis ils recommencent à nouveau à faire tout à la suite, sans se faire toucher. Et t'en as plusieurs qui ont réussi à le faire. Hein. Donc si jamais des gens arrivent à faire ça, ça veut dire que c'est possible de finir un jeu en mourant plein de fois, etc. Donc d'ailleurs le nom de ces runs-là s'appelle la God Run. Comme la vidéo précédente, d'ailleurs je vous renvoie sur la chaîne de Combo qui parle de cette fameuse run. Et cette run justement nous montre que ces jeux sont conçus pour être battus. La victoire n'est pas une récompense qui nous n'est pas donnée comme la plupart des jeux solo, mais un exploit qu'on a mérité en y consacrant notre temps et notre énergie. Le jeu nous dit qu'on n'a rien sans rien, et que notre récompense, la victoire, ne peut être obtenue que grâce à nos efforts. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et poser un pouce bleu. Et on se retrouvera sur une prochaine vidéo ou en stream, et à bientôt. Salut! Des bas géants qui trouvent dessus. Des morts respawn, c'est reparti pour le même abus. Elden, quelle torture. C'est un jeu bien cruel. Bienvenue en enfer.